Elisabeth, on a à peu près tout le monde. Vous avez pu contrôler peut-être par rapport à la liste des gens qui devaient être présents? Oui, on a 37 personnes, donc je pense qu'on peut y aller. A priori, tout le monde est là. Ok, eh bien c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, si je puis dire. Merci de votre présence. Je vous rappelle qu'en mai l'année dernière, on se rencontrait déjà au sortir de ce qu'on pensait être à l'époque le plus difficile, c'est-à-dire une période de confinement assez stricte et un retour à la normale. Pour autant, on avait déjà une conférence de presse à distance. Et puis, en fait, ben, un an après, force est de constater, comme on le fait tous ensemble maintenant, qu'on est à nouveau en distanciel, hein. On a un vocabulaire qui s'est enrichi avec cette période. Sur les modalités pratiques de cette conférence de presse, ma foi, il y a le chat. Là, j'ai vu qu'on vous avez proposé de poser vos questions. Et puis, on aura un temps d'échange qui demandera un peu de discipline, hein, évidemment, mais je pense que chacun maintenant est habitué à l'exercice. Un moment d'échange donc à la fin de la présentation, voilà, hein, pour les modalités pratiques. Donc bienvenue à nouveau à ce rendez-vous annuel au cours duquel Hugues Demarne, qui est le président de la commission promotion, vous présentera évidemment les chiffres de notre profession, que ce soit en surface rayonnante ou en hydrodistribution. Et Benoît Smag, le président de la commission technique, vous présentera les principaux travaux sur lesquels Cochebat mobilise des ressources. Ces travaux sont nombreux, particulièrement dans le cadre de la RE 2020, hein, vous vous en doutez, avec tout ce que cela implique en termes d'empreinte carbone, d'économie d'énergie, et voire au-delà, hein, sur la gestion des déchets, qui est une problématique particulière dans le secteur du bâtiment. Et enfin, Roland Prin, donc directeur ingénierie construction bois de Bouygues Bâtiment, France-Europe, hein, pour être complet. Je le remercie tout particulièrement. Il nous fait l'honneur de présenter les résultats d'une étude, vous le verrez, qui positionne le plancher chauffant basse température dans le logement collectif, euh, typé RE 2020, en plus en structure bois. C'est tout à fait passionnant. Voilà, donc on a un programme riche pour cette conférence de presse. Mais avant de démarrer, simplement un petit retour sur 2020, sur l'après-mai 2020, pour être plus précis. Cet après-confinement qui, vous allez le voir s'afficher, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais on a eu tout un tas pardon, de séries d'annonces qui se sont succédées en fait pour jongler, on l'a tous bien compris, entre une réalité sanitaire qui s'imposait à nous, évidemment, et les nécessités économiques. Et je dois dire que ça a été fait, même si on a entendu tout un tas de commentaires, ça a été fait avec un certain succès. En tout cas, pour ce qui concerne le secteur du bâtiment, et particulièrement notre filière, qui est plus liée au second œuvre, on ne peut pas réellement se plaindre de cette activité post-confinement qui a vu la reprise des chantiers assez rapidement, hein, avec des vitesses variables, évidemment, selon que ce soit le logement individuel ou les grands chantiers qui ont eu un peu plus de mal à démarrer parce que la mise en place des mesures de distanciation sociale était évidemment plus complexe. Cela étant, il y a eu quand même tout de suite une reprise des chantiers, un recentrage de la dépense des ménages vers l'habitat, hein, puisque moins de tourisme, qui a aidé également, hein, sur cette filière du second œuvre dans son ensemble, et puis les aides de l'État qui ont évidemment dopé la rénovation. Et force est de constater, on faisait déjà ce commentaire-là l'année dernière, mais les entreprises dans leur ensemble ont su s'adapter, faire preuve d'une très grande flexibilité et le personnel de résilience, ce qui a permis de passer malgré tout cette crise, encore une fois, par rapport à d'autres secteurs, plutôt dans des conditions honorables. Voilà, on va passer, si vous le voulez bien, au bilan 2020, qui évidemment, pris dans son ensemble, c'était difficile d'échapper à une forme de récession qui a été malgré tout maîtrisée. Je ne vais pas revenir sur ce chiffre, ce n'est pas à moi de le commenter, puis il est quelque part un petit peu vieux maintenant, hein. En tout cas, on se posait la question au sortir de cette crise et de l'année 2020, de savoir comment la dynamique bâtiment que l'on pensait un peu dopée par la reprise des chantiers, par les aides de l'État, allait survivre, si je puis dire, à la fin de cet exercice 2020, puisque on est quand même tous dans un monde
avec une forme d'inquiétude par rapport à cette crise sanitaire. Donc, ça veut dire thésaurisation des Français. C'est un réflexe assez naturel. Les banques un peu plus frileuses sur les prêts, moins d'investissement dans les entreprises. Donc, il y avait quand même un point d'interrogation assez important sur la dynamique que nous allions connaître au moins au début de 2021. Et force est de constater que, en fait, cette dynamique s'inscrit dans le temps. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et ce que l'on pensait être un effet de rattrapage dure. Alors évidemment, il faut rester prudent. Il n'est pas question de faire des pronostics sur la fin de l'année, mais en tout cas sur le premier semestre 2021, et vous le verrez avec la présentation de Hugues de Marne, les chiffres sont plutôt encourageants. D'ailleurs, les autorisations de mise en chantier dans le logement ont retrouvé le niveau de 2019 à la fin du premier trimestre, ce qui est quand même tout à fait remarquable et ce qui n'était pas du tout gagné d'avance. Le problème, et moi je voudrais insister là-dessus, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, c'est que cette reprise d'activité, elle est fortement compromise par une nouvelle crise, qui est celle de la flambée des matières premières, comme vous le voyez sur le slide là. Et en fait, toutes les matières premières sont touchées. Et encore une fois, autant les entreprises ont su, et la filière, encore une fois, dans son ensemble, a su faire preuve d'adaptation, de flexibilité pendant l'état d'urgence sanitaire, autant là, on est en mode subi. Et l'état d'urgence sanitaire, chacun a fait preuve d'adaptabilité, de flexibilité parce que ça a été l'affaire de tous. Autant la flambée des prix, pour le moment, nous, on a le sentiment que ce n'est pas encore une problématique qui est réellement partagée. Je suppose que le raccourci est fait, que ce soit une problématique uniquement d'obédience commerciale. Moi, je pense que c'est une erreur de penser cela. On est bien au-delà des considérations commerciales qui sont issues des cycles économiques normaux. Là, ce que l'on vit n'a pas réellement de précédent, si vous voulez. Toutes les matières sont impactées. On le voit, hein, enfin 30-60%, il y a même des matières qui ont augmenté plus que cela. Et encore une fois, ce qui est assez inédit, c'est que ça touche l'ensemble, hein, que ce soit les métaux non ferreux, donc le laiton, le cuivre, mais le bois également, tous les dérivés du pétrole. Les augmentations sont extrêmement fortes et c'est accompagné en plus de pénuries et d'extrêmes tensions sur les approvisionnements. Les conséquences, elles sont tout à fait significatives, d'autant, et là c'est particulier à notre filière, que dans le bâtiment, nous sommes sur un temps long. Entre la décision, l'autorisation et la réalisation d'un chantier, il peut se passer aisément 12, 16, 18 mois. Et là, avec la vitesse à laquelle les prix grimpent, les contrats, même les habitudes d'ailleurs de transaction entre les constructeurs de maisons individuelles, par exemple, les particuliers, etc., elles sont pas faites pour gérer de telles fluctuations. Et aujourd'hui, on paye cher, très cher, les matières, les conséquences de ces augmentations, qui sont en fait, pour des raisons qui sont bien éloignées de notre activité. Encore une fois, on est dans un mode subi. Même si on répercute ces hausses et qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait un équilibrage en fait entre ce que le fournisseur va devoir endosser, le transformateur, le fabricant, le distributeur et à la fin l'utilisateur, le temps est beaucoup trop long et en fait aujourd'hui c'est très difficile à tenir. Voilà, et les entreprises les plus fragiles, si vous voulez, qui sont sorties de la crise sanitaire, peut-être en contractant un PGE, vont avoir énormément de mal à s'en sortir. Et il faudrait qu'on puisse avoir un état d'urgence matière première, en fait, si on voulait faire le pendant avec la crise sanitaire, pour que l'on ait en fait une écoute un peu plus globale et que surtout, nous ayons tous les moyens de s'adapter à cette nouvelle situation. Voilà, et en fait, si vous voulez, ce qui est tout à fait significatif, à mon avis, comme première mesure, ça serait de pouvoir geler les pénalités de retard qui n'ont absolument aucun sens aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on est dans un mode complètement subi. C'est pareil sur les clauses de révision de prix, avec des mesures un peu plus assouplies. Voilà, tout simplement pour coller à une réalité qui nous échappe, et j'insiste là-dessus, qui est réellement sans précédent.
Voilà, et j'espère qu'on aura, avec cette tribune, en tout cas, l'occasion de pouvoir travailler avec les pouvoirs publics pour trouver des moyens de s'adapter comme on a su le faire en 2020 pour une autre forme de crise, bon, qui dure encore, mais qui est, j'espère, un peu plus derrière nous, en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est un message que, au niveau du syndicat, nous souhaitions passer. Et je vais maintenant donner la parole à Hugues, qui va revenir sur les réalisations en chiffres de notre profession 2020. Merci Florent et bonjour tout le monde. Effectivement, je vais vous présenter donc nos deux grandes activités au sein du Cochebat, que sont l'hydrodistribution et le plancher chauffant rafraîchissant, avec les informations du marché 2020 et les tendances 2021. Premier fait marquant, en hydrodistribution, on constate, et que c'est une tendance qui s'inscrit maintenant dans le temps, que dans les matériaux de synthèse, dans les deux grandes technologies, que ce soit le PER et le multicouche, on voit la part du multicouche qui ne cesse de grandir. Et aujourd'hui, on est sur une répartition de 75-25, si on arrondit un petit peu. Donc, 3/4 du marché pour le PER et 1/4 pour le multicouche. Donc, on voit bien cette progression du multicouche qui prend année après année des parts de marché et qui montre bien que c'est une solution qui répond de plus en plus à des applications aussi bien neuves que rénovation. Si on regarde un petit peu plus en détail au sein de cette famille, les croissances, donc pour le multicouche, on voit que c'était une très belle année 2020, malgré un environnement plutôt décroissant, où on voit que selon les informations de la FNAS, le marché de la plomberie était à moins 2,1. Eh bien, en volume, le Cochebat a vu le marché croître avec plus 8 sur les tubes et plus 5,5 sur les raccords. Quand on fait cette extrapolation en chiffres, on arrive à un marché entre 8 et 10% de croissance, ce qui est tout à fait positif dans l'environnement que nous avons connu. Cette croissance de marché est tirée par deux technologies particulières. Aujourd'hui, 30% des volumes qui sont faits dans les tubes multicouches sont faits soit en pré-isolé, soit en pré-gainé. Donc aujourd'hui, on a vraiment un tiers de nos volumes qui sont faits dans cette application, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le multicouche n'est pas seulement en apparent, mais il est aussi en encastré et derrière les murs. Et on voit bien que ces deux technologies sont en croissance supérieure par rapport à la tendance générale, qui explique là aussi que toute l'importance du réseau dans l'approche thermique du bâti, et quand on voit la croissance des pré-isolés, on montre bien aujourd'hui l'implication des réseaux dans le bâti. Si on regarde du côté du PER, cette fois-ci, on est sur un marché différent. On est sur un marché qui était en décroissance en 2020 avec une baisse de 5,5%. Et là aussi, un phénomène qui est une tendance de fond où on voit que le tube nu pèse de moins en moins et qu'aujourd'hui, on est quasiment à 50%. Ce qui est expliqué par le slide d'avant, par la montée en puissance, effectivement, du multicouche et de la montée en puissance des pré-gainés du multicouche derrière l'application, derrière le mur. Marché qui continue à s'organiser avec des importations nombreuses. Et pour cela, les adhérents du syndicat Cochebat sont vigilants et travaillent justement sur le besoin de qualité et la certification des offres pour garantir justement des bonnes installations finales. Et c'est dans cet esprit que maintenant, ça va faire un peu plus d'1 an et demi, qu'a été lancé en collaboration avec l'AFNOR la nouvelle norme NF 545 pour justement certifier et garantir les installations et la qualité des tubes PER comme multicouche que l'on peut proposer sur le marché. En résumé, sur les matériaux de synthèse, sur l'exercice 2020, une année en décroissance pour le PER et une année en belle croissance sur le multicouche avec plus 10, qui, au regard du premier trimestre 2021, est le multicouche encore dans une très très belle croissance, parce qu'en volume, à la fin du premier trimestre, le marché est à plus 38,8% sur le multicouche. Et on retrouve sur le PER, là aussi, une croissance avec un marché sur le premier trimestre à plus 30. Donc, nous avons cette chance, dans cette dynamique globale, eh bien, les applications portées par le Cochebat sont très dynamiques.
Si on regarde du côté du plancher chauffant rafraîchissant, son de cloche différent. Comme l'a évoqué Florent juste avant, nous sommes sur un marché du logement qui était en décroissance l'année dernière. L'application aujourd'hui du plancher chauffant rafraîchissant est essentiellement dans le neuf. Donc, on a subi là aussi une forte décroissance, plus importante que le marché parce que on s'est aperçu en 2020 une concentration du neuf qui était plutôt porté par les promoteurs ou des investisseurs, moins de particuliers, moins de construction d'architectes. Et donc, les promoteurs et investisseurs ont cherché à plus optimiser leur lot et donc à trouver des solutions optimum en termes de coûts par rapport à leurs besoins et qui a fait que le marché du plancher chauffant a été en décroissance un peu plus importante. Maintenant, ce marché en décroissance, que l'on voit qui aujourd'hui représente quand même 4 millions de mètres carrés installés, donc ce n'est pas rien. Cette technologie reste une technologie majoritaire dans les maisons neuves. C'est 60% des maisons neuves qui aujourd'hui sont équipées en plancher chauffant rafraîchissant. Donc ça reste une solution plébiscitée encore, mais une solution dans le neuf. On avait pris l'habitude de se comparer aussi avec l'évolution du couple PAC RO plancher chauffant, qui est un couple vraiment idéal en termes d'économie, d'écologie et d'écologie. Eh bien, on voit que les PAC RO ont maîtrisé leur décroissance, on va dire à moins 0,6. Nous, on a été plus bas et donc on a encore tout un pan d'activité dans lequel on peut se développer et c'est tout le marché de la rénovation dans lequel le plancher chauffant rafraîchissant n'est pas encore assez présent. On constate aussi que pour les adhérents du Cocher-BAT, face à une décroissance du marché de 23%, les adhérents, leur décroissance n'était que de 17%, donc une décroissance maîtrisée qui s'explique par différents phénomènes. Premier phénomène, aujourd'hui, il y a un travail de fond qui a été fait maintenant depuis plusieurs années par l'ensemble des adhérents du Cocher-BAT sur la compétitivité de l'offre système qui permet de garantir une offre complète et qui même aujourd'hui est portée depuis quelque temps maintenant par la marque de qualité Certiterm. Et aujourd'hui, c'est plus de 43 systèmes qui sont admis à cette marque de qualité et qui permettent de garantir à l'utilisateur et à l'installateur une combinaison optimum et une garantie de qualité des différents composants du plancher chauffant. Là aussi, on voit que sur le premier trimestre 2021, le marché du plancher chauffant a retrouvé des couleurs avec une belle dynamique qui est à plus 19% en ce début d'année. Donc on reste réellement et on reste convaincu que le plancher chauffant rafraîchissant est un marché d'avenir. On le verra en deuxième partie de présentation de la conférence de presse, tout l'enjeu que nous avons sur le logement collectif et les opportunités de croissance sur le logement collectif. Ça reste un système tout à fait intéressant au niveau économique. Aujourd'hui, avec la régulation, on voit que la régulation est de plus en plus utilisée avec des régulations pièce par pièce, que ce sont des solutions économiques et écologiques, quand on y associe par exemple les PAC RO. Nous avons connu pendant cette dernière année, avec la pandémie, un souci encore plus grand de la qualité d'air. Eh bien, ça reste une solution où il n'y a pas de circulation d'air, donc un confort sans circulation d'air et donc qui répond aux exigences sanitaires. Avant, le sud de la France commençait à monter Montélimar. Maintenant, on voit que ce sud monte de plus en plus et que ce besoin de rafraîchissement est de plus en plus important. Et donc, ça reste une combinaison intéressante qui permet de répondre aux besoins de rafraîchissement l'été. Et donc, cette combinaison plancher chauffant rafraîchissant rencontre un franc succès. Donc, nous restons convaincus que malgré un exercice 2020 qui a été en décroissance, 2021 est déjà en croissance et nous sommes sur des technologies d'avenir. Donc, le marché 2020 des applications du Cocher-BAT, que ce soit hydro, distribution ou plancher chauffant, eh bien, un début d'année très, très dynamique et porteur pour la profession. Voilà en quelques mots où nous en sommes, où en est le marché. Et je laisse la parole à Benoît pour vous parler justement de toute la partie maintenant
techniques et réglementaires. Benoît, ton micro était... Voilà. J'ai réussi à régler mes petits problèmes techniques. Pour un président de la commission technique, c'était mieux. Voilà. Maintenant, je crois tout fonctionne, on m'entend bien, ça va? Oui. Ça marche? Ok. Bien, bonjour à tous, merci de participer à cette conférence de presse. Je vais vous faire un focus sur les travaux de la commission technique dont j'ai l'honneur d'être le président. Des actualités techniques et technologiques et réglementaires qui sont très, très présentes. La première d'entre elles consiste en la réalisation des travaux sur les règles professionnelles, puisque depuis la fin du TTU 60 points sur le chauffage, donc celui-ci n'a pas été renouvelé, il fallait que l'on ait malgré tout des règles professionnelles. Donc nous avons construit ces règles professionnelles en collaboration avec les autorités et normalement nous devrions pouvoir les publier aux alentours du mois de septembre. Donc c'est un gros travail qui reprend toutes les règles d'installation, de conception, des canalisations hydrauliques sur le chauffage et le conditionnement d'air, toute canalisation confondue. Donc on a vraiment un document qui est très porteur et qui va servir de référence à l'ensemble de la profession à l'initiative de Cochebat. Deuxième point important, la révision du TTU 6514. Nous devions le réviser dans le calendrier classique de révision. Donc, ce sont des travaux, je dirais, classiques et récurrents dans le cadre de la commission technique. Et nous allons en profiter pour introduire dans le DTU 6514 toute l'évolution que l'on a au niveau des nouvelles chapes, de tout ce qui concerne les enrobages à base de chapes anhydrites, qui sont devenus maintenant très performants et qui procurent des temps de réaction et des inerties qui sont tout à fait compatibles avec un confort thermique absolu et des économies d'énergie associées. Le troisième point concerne les travaux qui sont, je dirais, boostés par la RE 2020 et plutôt le volet environnemental de cette dernière, concernant tout ce qui est FDES, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, pour la prise en compte du cycle de vie de l'ensemble de ces produits. Donc, ce sont des travaux qui réclament pas mal de temps et d'énergie pour pouvoir qualifier les performances environnementales à la fois du plancher chauffant rafraîchissant basse température. Donc ça, c'est la première révision qui va sortir sous peu. Et nous sommes aussi en train de travailler sur les tubes pour l'hydrodistribution, qu'ils soient PEX, PERT ou PB, et bien sûr multicouches. Nous travaillons actuellement avec le ministère de la Santé et plus particulièrement la DGS sur la transposition de la directive eau potable. La transposition de la directive eau potable, c'est un travail assez compliqué. On a dans la réglementation européenne une directive et pour qu'elle devienne française, il faut la transposer. Actuellement, le ministère est en train d'opérer cette transposition et nous avons quelques points particuliers à faire valoir pour tout l'environnement des tubes organiques, puisque l'on va changer ce que l'on connaissait précédemment sous les ACS. Donc, les ACS vont rester, mais tout le référentiel est en train de changer, donc avec des grands changements pour nous, producteurs, et par voie de conséquence, la qualification des produits associés. C'est là aussi un sujet d'importance. Autre point, avec l'arrivée de la REP bâtiment et de l'éco-organisme qui est en train de se mettre en place, nous travaillons avec la IMCC sur la définition et la classification des matériaux, tout ce qui va concerner
l'évaluation, la récupération, les différentes filières auxquelles il faudra adhérer. Là aussi, des points qui sont très importants. Nous sommes, nous, convaincus en tant que producteurs du bien fondé de cette réglementation au niveau environnemental. Donc, nous y apportons toute notre énergie et particulièrement sur le cycle de vie et la recyclabilité des produits. Et puis, un thème un petit peu d'actualité, la RE 2020. Donc, on en parle beaucoup. Hein. On sait que le dernier calendrier en date, application dans le logement au 1er janvier 2022. Ça nous laisse le temps de pouvoir travailler encore sur un certain nombre de choses. Et dans le droit fil de notre première étude qui avait été présentée lors de la dernière conférence de presse, nous avions mentionné que le plancher chauffant était un produit qui était, je dirais, très bien adapté au niveau de la RE 2020, particulièrement lorsqu'il s'agit de généraliser l'analyse du cycle de vie carbone sur tous les bâtiments neufs, de diminuer les consommations. Donc ça, c'est un des piliers de la RE 2020, la sobriété énergétique. Le terme était cité dans les différents textes. L'intégration des énergies décarbonées, où Hugues a parlé brièvement du marché des pompes à chaleur. On a un émetteur qui est l'émetteur naturel qui vient derrière les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, l'image même de l'utilisation, je dirais, intelligente au niveau énergétique de l'électricité, et la prise en compte du confort d'été. Hein, donc, le sud remonte. Hein, le sud remonte, vous l'avez tous constaté. On a une occasion en or de pouvoir profiter d'un émetteur performant à la fois en chaud, mais aussi en rafraîchissement. Donc, on a un émetteur qui est naturellement adapté à la RE 2020 et plus particulièrement dans l'environnement du collectif. Nous avions fait une étude d'impact dans le bâtiment collectif du plancher chauffant rafraîchissant, avec une petite déception en comparant nos différents marchés, un marché qui était 2 fois plus important dans les autres pays d'Europe qu'en France dans le collectif, et nous cherchons à comprendre pourquoi et comment nous pourrions travailler mieux avec différents bureaux d'études. Donc, par exemple, nous travaillons avec Pouget sur le sujet. Donc, on a en ce moment une grosse étude sur la RE 2020 et sur les différentes composantes que l'on pourrait optimiser en utilisant le plancher chauffant. Donc, c'est une étude que l'on mène avec Pouget Consultant, dont les résultats vous seront présentés lors d'une autre conférence de presse, vraisemblablement vers fin septembre, octobre de cette année, où on vous présentera la conclusion de tous ces travaux. Et nous travaillons aussi en parallèle avec Bouygues sur un sujet un peu plus particulier, donc toujours dans le logement collectif. Là, nous sommes dans un environnement immeuble bois, et tout l'intérêt de la pose du plancher chauffant dans ces systèmes, avec les ajouts d'inertie, etc. Et surtout que l'on cherche à comprendre les raisons de cet écart et qu'est-ce qui pourrait faire qu'en France, nous atteignions les parts de marché d'environ 50% hein, que l'on constate chez nos voisins européens. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, je vais passer la parole à Roland Prin, qui va vous présenter les premiers résultats de ses investigations au sein de Bouygues Bâtiment. Merci Benoît, bonjour à tous. Merci à Cochebat de m'accueillir pour présenter les résultats de cette étude qu'on a réalisée ensemble. Donc l'objectif de l'étude était de vérifier ou de regarder le positionnement du plancher chauffant rafraîchissant lorsqu'on a un bâtiment conçu en structure bois,
Et comme on l'a dit, les deux opportunités qu'on a vues pour ce positionnement étaient les évolutions de la RE 2020 et également la conception même d'un bâtiment en bois qui intègre déjà pour gérer l'acoustique une chape dans sa conception. Donc on a utilisé le projet de support qui est le WeWood Home, qui est une offre Bouygues Construction de bâtiments de logement, une référence exemplaire. Vous pouvez voir l'ensemble des niveaux de performance et labels qui sont atteints, notamment un niveau de label biosourcé niveau 3 et une matière première et sa transformation réalisée en France. Ce bâtiment, pour rentrer un peu plus en détail, c'est un bâtiment R+7 de 54 logements, un socle et un noyau circulation escalier ascenseur qui reste en béton, et ensuite l'ensemble de la structure en bois, donc des façades et des planchers en CLT qui sont des panneaux massifs reconstitués en lamelles, et des porteurs intérieurs, poteaux et poutres en poutres bois lamellé collé. Voilà, ce projet est pour nous un modèle chez Bouygues. Il est représentatif et en fait il est extrapolable à l'ensemble des projets de logement lorsque l'on réalise des différents scénarios de configuration. Ensuite, sur ce sujet, on a évalué la faisabilité technique de la réalisation de ces planchers chauffants rafraîchissants sur support bois. Donc, les documents de référence sont le DTU 6514, alors version 2006, en attendant, comme on l'a dit, la prochaine révision, et le DTA chape liquide Thermio Plus de Anhydritech. Donc cette technique du plancher chauffant rafraîchissant est bien une technique courante couverte par les assurances sur support bois, conforme au DTU 51.3. Il y avait un petit sujet à vérifier parce que les planchers en CLT ne sont pas visés par DTU, mais sont visés par des DTA fournisseurs. Et donc, généralement, avec le décalage et l'alignement des différents textes qui évoluent, le CLT n'est pas visé directement dans les textes. Par contre, on a vérifié auprès des experts et des sachants au CSTB et FCBA qu'il n'y avait aucun frein technique pour la mise en œuvre sur plancher CLT. Et donc, c'est une question de temps pour l'intégrer dans les textes. Ensuite, je vous présente la solution qui a été étudiée et intégrée dans notre étude. Donc, en support, on retrouve cette dalle CLT, un plénum et un faux plafond, un parti qui peut varier selon la façon dont on va configurer ou en tout cas dimensionner le projet. Et ensuite, le complexe du plancher chauffant rafraîchissant. En dessous du revêtement de sol, on a une chape fluide anhydrite de 50 mm, une laine de roche de 30 mm. Voilà, c'est la composition qui est retenue à ce jour. Et donc, cette composition, les principales différences par rapport au système traditionnel que l'on va... alors, après, on peut vous montrer un exemple de dimensionnement sur un étage courant, sur l'hydrodistribution. C'est sur la slide suivante. Voilà, donc là on a un plan d'étage pour visualiser l'hydrodistribution. On a actuellement un pas de 20 cm avec un dimensionnement uniquement pour le chauffage. Notre étude intégrant la possibilité de faire du rafraîchissement, mais uniquement d'appoint. La distribution est pour l'instant envisagée par gaine palière. L'alimentation des collecteurs se réalise en sous-face de nos planchers. Les nourrices sont à l'entrée des logements et on va le revoir après sur les différences, mais on a choisi une option avec une régulation pièce par pièce avec un découplage thermique dû au phasage de la réalisation des cloisons. Donc les principales différences de conception qu'on observe par rapport aux bases actuelles sont la composition de la chape. En base, on est plutôt sur une chape ciment avec 15 mm d'isolant. Cet écart en fait de 5 mm se rattrape facilement dans le plénum du faux plafond et donc on conserve le pas d'étage courant. Et ensuite, on s'est validé à ce jour que la performance acoustique elle est conservée avec une réduction de la chape à 50 mm voilà, via des essais qu'on a réalisés sur des chantiers Bouygues Construction. Dans le phasage des travaux, comme je vous disais, on a parlé de ce découplage thermique avec ce choix de réaliser la chape après les cloisons. Ça permet une régulation optimisée pièce par pièce.
On arrive dans notre phasage à conserver le délai chantier. Et puis, petit bonus, en fait, c'est qu'avec cette technique, même s'il n'y a pas de contraintes ou d'exigences acoustiques à l'intérieur du logement, ça améliore fortement le niveau de performance pour les occupants. Si on parle du bilan technico-économique, donc petit tableau de synthèse. Donc, pour l'expliquer, en RT 2012, on a calculé des écarts par rapport à une base en tout électrique. Et si on se projette en RE 2020, on a fait un écart sur une solution avec une base radiateur à eau. Donc sur un bâtiment en béton, là c'est des plus-values pour la mise en place d'un plancher chauffant rafraîchissant voilà, par rapport aux bases. On est à plus 6,3% quand on est sur des bases conception béton. En projection RE 2020, cet écart va se réduire à 3,4%. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un bâtiment qui est conçu en structure bois, on avait un écart qui n'était que de 2,8% en RT 2012. Et si on se projette en RE 2020, on est quasiment à ISOCOU avec une solution radiateur à eau. Donc ça, c'est très encourageant. Ça veut dire que la solution du plancher chauffant rafraîchissant se positionne très compétitive dans le cadre de la RE 2020. Et pour nous, elle est compétitive et qualitative parce que elle va offrir tous les avantages que peut proposer le plancher chauffant rafraîchissant, mais également va proposer une option de rafraîchissement d'appoint que l'on ne retrouve pas dans les autres solutions. Donc ces avantages, c'est la libération de l'espace au sol, avec la suppression de tous les émetteurs muraux, l'absence de circulation d'air qui empêche le soulèvement des poussières, le confort qui est procuré par le rayonnement homogène, et puis dans notre étude, cette régulation réactive pièce par pièce, et puis cette possibilité de réaliser du rafraîchissement pour du confort d'été. On peut dire qu'on a du rafraîchissement au même prix qu'un système qui ne réalise que le chauffage. Voilà. Ensuite, je voulais terminer pour vous parler des perspectives de cette étude, cette préétude qui permet de positionner, d'avoir de bons résultats. Ce que l'on souhaite poursuivre, c'est les analyses en cycle de vie. On en a parlé, des fichiers FDES sont en cours d'actualisation. Ça nous permettra de faire des comparatifs plus élargis. Comparer aussi avec le futur référentiel RE 2020 validé, une fois que on aura vraiment les feuilles de calcul et l'ensemble de RE 2020 validé. Et puis, comparer avec différents systèmes de production de chaleur. Qualifier le confort d'été avec la réduction du temps d'inconfort, car on apporte cette option de rafraîchissement. On a des travaux à faire aussi sur l'optimisation de la conception. Celle que je vous ai montrée, c'est la base qu'on a choisie pour l'étude, mais il y a encore des possibilités d'optimiser les épaisseurs de complexe ou alors l'hydrodistribution. Travailler différents scénarios. Là, pour l'instant, on a un rafraîchissement d'appoint. Mais si on regarde pour dimensionner un rafraîchissement, pour limiter, voire supprimer le temps d'inconfort en période de chaleur, ça sera un autre sujet à regarder. Bien entendu, le calcul des consommations dans les comparatifs de solutions. Et puis, avec ces résultats prometteurs sur le logement, regarder un positionnement sur les autres produits comme les bâtiments scolaires ou les résidences. Voilà pour ce rendu d'étude. Je repasse la main pour Merci. la conclusion. Merci beaucoup, Roland. Merci pour ce premier livrable. Je pense que chacun aura apprécié. Hein. C'est une action commune qui est tout à fait remarquable, en fait, entre un grand nom du bâtiment que tout le monde connaît et puis notre syndicat. C'est une première. J'espère qu'il y en aura d'autres derrière. En tout cas, moi, ce que je note, c'est que, comme l'a dit Roland, il y a des perspectives tout à fait positives pour notre secteur d'activité. Et dans ce contexte qui est en forte évolution réglementaire, c'est une nécessité, on peut dire, sociétale, hein, en fait. On est bien sûr plus fort à plusieurs pour préparer ces solutions d'avenir, comme Roland l'a présenté. Mais en plus, ces évolutions réglementaires, c'est pour nous autant d'opportunités, en fait, de remettre sur la table à dessin, si je puis dire, toutes les innovations, réfléchir aux solutions de demain, et on voit qu'on y a une place tout à fait privilégiée. En tout cas, ça laisse quand même plutôt augurer de choses positives pour l'avenir. Merci encore pour cette belle présentation et ces travaux.
Alors, on va arriver au moment le plus compliqué, parce qu'on est quand même 44 autour de la table, entre guillemets. Je ne peux pas vous inviter à prendre le café ni les croissants si tu étais de bon cœur. Et là, sur le côté interactif et l'échange, bon, on ne va pas le faire par ordre alphabétique. C'est le premier qui va oser, qui va se jeter à l'eau. J'ai vu qu'il y avait quelques questions Exactement, il y a des sur questions le chat. sur le chat. Donc, on a eu des questions, beaucoup de Pascal Poggi de Batirama au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si certaines ont déjà été répondues. Il demandait quelles conséquences sur le prix des canalisations en matière de synthèse pour l'instant. Donc, au moment où on parlait de la situation 2020-2021. Bah, écoutez, enfin une première réponse. En fait, les matériaux de synthèse, les dérivés du pétrole, hein, comme on les appelle, ont fortement augmenté, hein. Certains ont augmenté de plus de 50%, 60%. C'est forcément quand un tube on va dire, est composé à moitié de sa valeur par la matière première, ça a forcément un impact. Et oui, il y a eu des augmentations sur le prix des tubes, modulo la pression et la réalité du marché et la compréhension que chacun peut en avoir. Et c'est ce que je disais en introduction, c'est que aujourd'hui, quand on commence à rentrer dans le monde de l'installateur et à plus forte raison du particulier, ces hausses, enfin cette conjoncture économique leur est un peu étrangère. Et donc, c'est assez compliqué de passer l'ensemble des hausses. En tout cas, elles ne peuvent pas être répercutées dans leur intégralité. Ça serait juste pas possible. Et chaque acteur de la filière, on va dire, prend sa quote-part, fait les efforts nécessaires. Voilà. Mais évidemment, les tubes et les autres matériaux, d'ailleurs, les autres composants de nos systèmes ont bien sûr augmenté. Et là où on est un peu inquiet, c'est que pour le moment, en tout cas, on ne voit pas de palier s'installer et les augmentations continuent. Autre question, est-ce qu'on aurait des chiffres spécifiques à donner sur le plafond chauffant rafraîchissant? Là, je peux peut-être répondre aujourd'hui dans les chiffres que nous collectons sur l'ensemble des applications plancher, mur et plafond. Donc, nous n'avons pas encore un découpage précis par type d'application, si c'est au sol ou sur un mur ou sur plafond. Mais c'est effectivement une technologie qui se développe et qui nécessitera dans les mois ou les années à venir, en fonction de la possibilité d'identifier, de séparer les applications, de pouvoir donner et vous donner des indications sur cette répartition, mais qui aujourd'hui reste encore un marché d'avenir en croissance, mais qui reste une application particulière encore à ce jour. Si je peux compléter, en fait, on est sur des systèmes secs, comme le plancher sec, comme le plafond est un système sec qui est adapté à la rénovation, notamment, et en tout cas, comme l'a dit Hugues, certainement demain, on aura une segmentation un petit peu plus fine. Mais c'est considéré comme un système sec. Autre question, est-ce que vous avez pu tester réellement le moteur de calcul RE2020 sur le plancher chauffant rafraîchissant basse température? Alors moi, je me contente de sourire et je laisse Benoît répondre. Si tu as le Merci, moteur de Florent. calcul définitif de la RE2020. Alors, pour l'instant, compte tenu de l'état de livraison du moteur de calcul, on a testé sur les premières approches. Ce que l'on sait, c'est que en termes de calcul proprement dit, la différence entre le moteur RT 2012 et le moteur RE2020, on a quelques exigences complémentaires, mais le fond des choses ne va pas changer résolument. Je dirais que c'est surtout une question de performance globale autour du plancher chauffant rafraîchissant. On a un émetteur qui était déjà, donc il demeure performant. Il demeure encore plus performant de par la promotion des générateurs, par exemple thermodynamiques au niveau des packs. Donc on a un émetteur qui est naturel, naturellement adapté aux performances des pompes à chaleur.
On fait du chaud, on fait du froid avec le même. On est inscrit dans le fonctionnement du confort d'été, donc la notion de BBio, de bonne construction, voilà. Au-delà des performances intrinsèques sur lesquelles j'ai aucun doute dans le calcul lui-même, l'émetteur lui-même est naturellement orienté de par ses performances et sa construction vers la bonne application de la RE 2020. C'est en ça qu'on y croit, et on y croit au sol comme on y croit au plafond. Les systèmes pour l'instant au plafond sont très faibles. L'avantage du plafond, c'est qu'il est intégralement rayonnant, et il est aussi chauffant, rafraîchissant. Donc, au-delà du plancher lui-même, c'est l'ensemble des systèmes intégrés qui seront performants et naturellement valorisés dans l'environnement RE 2020, au-delà du moteur de calcul. Autre question de Yannick Grignon. Quelle est la hauteur interétage de la construction bois avec plancher chauffant rafraîchissant basse température dans l'étude Bouygues? Dans notre étude, avec une hauteur de plafond à 2,50, on a un complexe global du plancher qui fait environ 40 cm. Donc on est sur un pas d'étage de 2,90, qui est le pas d'étage qu'on retrouve sur la majorité des bâtiments en construction bois. Comme je le rappelle, l'intégration de ce système ne dégrade pas le pas d'étage. Autre question, quelles sont les perspectives de Bouygues à échéance 2026 des constructions bois versus construction béton? Alors les perspectives, je dirais, nous l'objectif que Bouygues on s'est fixé, c'est pas 2026, je sais pas pourquoi c'est 2026 qui a été choisi, c'est 2030. Bouygues souhaite réaliser 30% de ses opérations en intégrant de la structure bois à l'horizon 2030. Voilà, c'est l'objectif qui est fixé actuellement. Et autre question, est-ce qu'il sera possible de lire ou de recevoir l'étude Bouygues? Alors l'étude pour l'instant, c'est vraiment une étude pré-étude de faisabilité pour identifier le positionnement. Nous, en l'état, on ne va pas forcément diffuser ou publier d'études. Elle nous a permis de voir le positionnement très intéressant de la solution. Je pense qu'on partagera plutôt des résultats d'études lorsque on aura le moteur de calcul de l'RE 2020, des études un peu plus complètes avec les comparatifs ACV, calcul de consommation. Voilà, donc sûrement une prochaine étape de la poursuite de cette étude. Ok, et autre question de Guillaume Michel, est-ce que la certification Certiterm envisage d'intégrer la performance acoustique des isolants associés? Je suppose que c'est pour moi. Oui, Benoît. Donc, pour le moment, non. Cette caractéristique d'atténuation acoustique est prise en compte néanmoins dans la certification des isolants. On a des isolants, donc que ce soit d'Alaplo ou d'Alplan, qui ont leur propre référentiel de certification. Et lorsque l'on certifie ces produits, on a une caractéristique d'atténuation au bruit de choc qui est délivrée à partir de delta LW de moins 18 dB. Foi de quoi sur cette particularité, la certification est affublée d'un sigle grand A mentionnant sa compatibilité en atténuation acoustique. Mais ça n'a pas été remis dans l'environnement certifié. On pourrait y réfléchir. C'est une bonne question. Je ne sais pas tout à fait dans quel terme aujourd'hui, mais ça pourrait, c'est quelque chose. Surtout, je remercie de la question parce que surtout dans l'environnement du logement collectif, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être mal. Et dernière question qui était pendant une prise de parole sans doute circonstanciée, ou peut-être que vous souhaiterez
l'a complété, Monsieur Poggi. Il y avait PERT, point d'interrogation, qui se baladait dans dans le chat. Et je ne sais pas trop expliciter la question moi-même. Je crois que c'est lorsqu'on a parlé des FDES. D'accord. OK. Ah. Donc, PERT, la désignation, c'est PE résistant thermiquement. Donc, dans les PE appliqués à l'environnement sanitaire et chauffage, on a nécessité d'avoir un matériau qui résiste à la température. Le polyéthylène de base, lorsqu'il est utilisé sans transformation supplémentaire, s'utilise essentiellement pour l'adduction d'eau. Donc, c'est un matériau qui ne résiste pas à la température. Pour le faire résister à la température, on a deux solutions. Le premier qui est de faire une réticulation. Donc, on transforme le PE en PER ou en PEX en désignation internationale, le X signifiant crosslink. Ou alors d'avoir un PERT qui est un PE qui n'est pas réticulé, mais qui comporte à l'intérieur des additifs qui le rendent lui-même résistant à la température. Donc c'est une autre caractéristique. Voilà. Polyéthylène résistant. Du coup, c'était les dernières questions du chat, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, c'est ça. Au-delà du chat, on a encore un peu de temps. Donc, s'il y a des questions. N'hésitez pas. Merci, Dorothée. Oui, bonjour. Cyril Maury de Timpress. Vous aviez évoqué l'arrivée de nouveaux intervenants sur certains marchés, notamment des PER. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est toujours les mêmes acteurs sur le marché français? Vous êtes toujours représentatif, je crois, de 80% du marché, ou il y a des évolutions à prendre en compte? Aujourd'hui, le Cochebat reste effectivement dans cette tendance de représentation du marché, mais on voit sur une technologie qui s'est banalisée ou traditionnalisée, des interventions et des acteurs européens qui sont un peu plus présents que ceux qui viennent soit d'Italie, soit d'Espagne. Et ça représente combien à peu près? On estime effectivement c'est les 20% du marché qui interviennent. Autre question peut-être. Ma foi. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions pour l'instant. Oui, on va faire comme les ventes aux enchères, on va prendre le marteau. Hein. Parfait. Bah, écoutez, voilà. Hein. Donc, merci d'avoir participé à cette conférence de presse. Donc, on voit bien quand même que l'exercice reste délicat, en tout cas beaucoup moins interactif que si nous étions dans une salle commune. Donc, on va tous croiser les doigts pour que, peut-être en septembre déjà, avec Benoît, on puisse se retrouver en présentiel dans une salle, ce qui donnera l'occasion à beaucoup plus d'échanges. Et puis alors, si ce n'est pas septembre, ce sera forcément en mai l'année prochaine, parce que je sais bien qu'on ne dit jamais 203, mais là, j'espère qu'on fera exception à cette règle pour avoir un peu plus d'échanges entre nous. Encore une fois, l'exercice est finalement pas si évident que ça. On gagne beaucoup de temps, mais le temps d'échange est quand même normalement assez sympathique, quoi. Voilà. En tout cas, merci encore une fois de la préparation, des interventions et puis de la participation des 46 personnes, j'ai vu à peu près, nous étions. Donc, merci beaucoup pour avoir participé, assisté à cette conférence de presse en version dématérialisée. Voilà. Et une très bonne journée à tous. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée, merci. Bonne journée. Au revoir.